6,5 millions d'écoliers en France et près de la moitié d'entre eux ont de graves lacunes en sortant du CM2. L'école primaire, pilier de notre système éducatif, est aujourd'hui en danger. Loi d'orientation sur l'avenir de l'école, réforme des programmes, réforme des cycles, réforme des IUFM, socle commun et depuis cette année passage à la semaine de 4 jours. En dépit de cet empilement de lois, de mesures, de réformes, l'école primaire est aujourd'hui dans une situation très préoccupante. En effet, depuis 15 ans, la place des écoliers français dans les classements internationaux ne cesse de chuter. Aujourd'hui, la France est l'un des pays de l'OCDE qui dépense le plus pour ses élèves, mais qui obtient des résultats très sensiblement inférieurs à la moyenne. Comment en est-on arrivé là? Comment vaincre l'échec à l'école primaire? Pour en parler, nous recevons Laurent Bigorne, directeur des études de l'Institut Montaigne. Bienvenue dans Impact. Laurent Bigorne, bonjour. Bonjour. Vous publiez à l'Institut Montaigne un rapport intitulé « Vaincre l'échec scolaire » à l'école primaire. On a l'habitude de dire, de présenter que l'élève comme étant au cœur de notre système scolaire et pourtant vous démontrez précisément l'inverse. Pour vous, c'est l'adulte qui est au centre de l'école primaire. Qu'en pensez-vous? Vous avez raison de le dire, notre école n'est pas assez enfantine. Et ça remonte. Depuis assez longtemps, l'école primaire en France a été pensée comme un des piliers de notre système politique, de notre système de valeurs. Et sans doute, cette préoccupation première a-t-elle pris le pas sur la responsabilité de l'école, qui est avant tout d'emmener des enfants au meilleur niveau d'études possible dans une société donnée. Votre rapport est très alarmant à travers le constat qu'il dresse. Pourtant, une majorité de Français, 71% des Français, d'après un sondage paru l'an dernier, estiment que l'école va plutôt bien, fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le constat que vous établissez et la perception, somme toute assez positive, des Français? Complètement. L'école primaire rassure. Rassure et renvoie pour tous les adultes que nous sommes à l'enfance. On a souvent peur en France de l'université qui fonctionne plus ou moins bien. On a peur du lycée, peur du collège, mais on se dit qu'au moins l'école primaire fonctionne. En réalité, si on regarde les chiffres dans leur précision, on se rend compte qu'environ un élève sur deux à la sortie du CM2 n'a pas atteint les bases, ni en lecture, ni en calcul, ni en écriture, qu'il aurait dû atteindre pour envisager une bonne scolarité au collège. Est-ce que ce n'est pas un effet de mode finalement que de critiquer l'école, voire de l'attaquer, l'école dans sa diversité, pas que l'école primaire d'ailleurs. Au fond, l'école primaire de la Troisième République fonctionnait-elle plutôt bien, plutôt mieux, plutôt moins bien? L'école primaire de la Troisième République atteignait des performances moindres que l'école primaire que nous connaissons aujourd'hui. Et les élèves ont par ailleurs des compétences qui leur viennent d'ailleurs que de l'école. Mais si on en revient au cœur du sujet, est-ce que notre école fonctionne bien? C'est un tonneau des Danaïdes, le fonctionnement des systèmes éducatifs. Il faut systématiquement les rendre plus performants et la société évolue. En tout cas, son niveau d'exigence, de compétences évolue en permanence. Il n'en reste pas moins que le système français, si on le compare, et c'est sans doute là la grande nouveauté, aux autres systèmes éducatifs au sein de l'Union européenne ou avec des pays de l'OCDE, ce système éducatif français non seulement fournit des performances qui sont médiocres, mais qui en plus, depuis une quinzaine d'années, se dégrade assez rapidement. Qui est responsable, selon vous, de cette situation, de cet échec de l'école primaire? Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question d'inégalité de territoire? Les syndicats ont l'habitude de dire que c'est avant tout une question de moyens. Il y a beaucoup de parties prenantes dans le débat sur l'école. Vous savez que les écoles primaires sont de compétences municipales. Vous savez aussi que depuis des années, le ministère de l'Éducation nationale n'a eu de cesse de réformer l'école, de réformer le système éducatif. Je crois qu'il faut dépasser ce débat et entrer dans les constats les plus difficiles sans doute à admettre pour notre société. Ces constats, quels sont-ils? Premièrement, nous avons une école aujourd'hui qui n'est pas performante au regard de ce que font les petits Finlandais, de ce que font les petits Allemands ou de ce que font un certain nombre d'écoliers dans les pays voisins de la France. Mais également, notre école produit de l'inégalité. Et c'est sans doute un des faits les plus marquants que fixe ce rapport de l'Institut Montaigne, c'est que nous avons une école qui de plus en plus produit de l'inégalité entre les classes sociales, entre les familles, entre les élèves, et que ces inégalités, loin de les corriger, l'école les accentue. Je crois que c'est vraiment là qu'il faut faire porter l'effort. Effectivement, cet effort n'est pas une question de moyens. On a aujourd'hui, en termes de dépenses publiques, sans doute parmi les pays de l'OCDE, la part la plus importante consacrée à l'éducation nationale, plus de 22%
de la richesse nationale, du budget de l'État, va à l'éducation nationale. Et Laurent Bigorne, pardonnez-moi, mais concrètement, quand vous dites que l'école primaire française est moins performante que l'équivalent finlandais, notre école primaire, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élèves, en sortant du CM2, ne maîtrisent pas les fondamentaux? Est-ce qu'il y a une traduction un peu concrète à cela? Ça veut dire une chose très objectivable, c'est qu'à la sortie, au même âge, à la sortie à 15 ans, les élèves en Finlande savent mieux lire, savent mieux écrire, savent mieux compter que les petits Français, et que par ailleurs, le système d'éducation finlandais coûte moins cher que le système français. Et il faut avoir en tête une double réalité, c'est qu'à la fois la France produit de l'échec scolaire en masse, et qu'en même temps, si on se compare à l'Allemagne ou à la Finlande, nous produisons une élite scolaire, c'est-à-dire ceux des élèves qui vont arriver aux meilleurs résultats dans une génération donnée, une élite scolaire d'à peine 5%, là où nos voisins produisent une élite scolaire de 10 à 15% d'une classe d'âge. Donc un problème de résultats plus qu'un problème de moyens. Un problème de pilotage du dispositif. Justement, à cet égard, vous évoquez dans votre rapport quelque chose d'assez surprenant et le constat est pour le coup stupéfiant, à savoir qu'un certain nombre de lois qui ont été votées ces dernières années n'ont jamais été mises en application et à ce stade ne sont pas appliquées. On peut prendre l'exemple de la loi de 2004 sur la création des établissements publics d'enseignement primaire, la loi de 89 sur les cycles, etc., etc. et on peut multiplier les exemples. Quel constat faites-vous, comment expliquez-vous plutôt ce manque de pilotage, voire cette absence totale de pilotage? Premièrement, on a une école qui a du mal à transformer des ressources en moyens. Donc y injecter des moyens supplémentaires sans avoir réformé, sans avoir repensé le système, ne servira à rien. Deuxièmement, il est vrai que l'école a un mal fou à respecter, à mettre en œuvre les grands textes d'orientation qui lui sont donnés. On peut revenir à la loi de 1989 sur l'école, mais vous avez cité la loi de 2004 sur les établissements publics d'enseignement primaire, la loi qui permettrait plus d'autonomie dans un certain nombre de zones dites difficiles, mais également la loi de 2005 sur les socles, sur les connaissances fondamentales qu'on est en droit d'attendre qu'un élève possède à la fin de sa scolarité. Il est vrai que tous ces grands textes, parfois acquis dans la difficulté, parfois même acquis dans le consensus ou dans un certain consensus à l'Assemblée nationale et au Sénat, ces textes ne sont pas respectés, ne sont pas mis en œuvre par l'école aujourd'hui. Alors justement, venons-en aux propositions. Vous préconisez notamment de mettre en place des cycles d'apprentissage cohérents. Est-ce que selon vous, l'organisation actuelle de l'école primaire est inadaptée, voire néfaste? On n'a jamais mis en œuvre les cycles tels qu'ils avaient été prévus par la loi de 89, avec les apprentissages fondamentaux, avec les approfondissements, tous ces cycles qui respectent le rythme des enfants, qui respectent aussi une certaine conception du savoir, une certaine conception des compétences, n'ont jamais été mis en œuvre. Un exemple, il y a théoriquement un continuum de la grande section, dernière année de la classe de maternelle, jusqu'au CE1, deuxième année de l'école élémentaire. Jamais ce continuum n'a été mis en œuvre. Les enseignants ne peuvent pas se parler d'une école à l'autre, les enseignants ne peuvent pas assurer un suivi d'une école à l'autre, et c'est pourtant la maille de cette grande section jusqu'au CE1, durant laquelle un élève va réussir à apprendre à lire ou pas. On voit bien qu'il y a un enjeu très fort à pouvoir travailler sur cette maille comme un tout. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire précisément pour établir ce continuum à l'école primaire? Concrètement, il faut absolument respecter la loi de 89 sur les cycles et bien prévoir d'organiser l'école maternelle, puis l'école élémentaire, en fonction des trois cycles qui ont été posés et qui doivent théoriquement permettre aux élèves d'acquérir le meilleur niveau dans les compétences de base, la lecture, l'écriture et le calcul. Ça, c'est la première chose. Ça ne suffira pas. Aujourd'hui, on a identifié d'autres problèmes qui vont dans le même sens et qu'il faut absolument résoudre, le pilotage du système, mais aussi la capacité qu'aura le système demain à mettre les meilleurs enseignants, les mieux formés, devant les élèves qui en ont le plus besoin. Vous en prenez, entre autres choses, au redoublement, au principe même du redoublement. On sait pourtant que les enseignants et les parents d'élèves privilégient massivement le recours au redoublement. Est-ce qu'il faut supprimer le redoublement, selon vous? Assurément. La France, aujourd'hui, est un pays recordman en Europe du redoublement. On redouble à quasiment tous les étages, avec une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'à la fois le redoublement ne corrige pas la difficulté, et très rarement, très très rarement, peut-être 1 ou 2 fois sur 100, le redoublement va permettre à un élève de progresser. C'est donc qu'il est inutile. Deuxième élément, le redoublement est extraordinairement prédictif. Un élève qui va redoubler
sa classe de CP, 9 fois sur 10, sortira de notre système éducatif sans diplôme. Et par quoi faudrait-il le remplacer alors, le redoublement? Le Parce qu'on ne peut pas faire passer d'une classe à l'autre des élèves alors même qu'on sait pertinemment qu'ils n'ont pas le niveau requis en classe supérieure. Donc si l'on supprime le redoublement, par quoi faut-il le remplacer? Au mieux, le redoublement devrait être pensé d'un cycle à l'autre. On ne devrait jamais pouvoir, Donc, sauf entre cas l'école exceptionnel, primaire et le collège. entre les différents cycles qui structurent effectivement l'école maternelle, puis l'école élémentaire, à l'articulation de ces cycles, en fonction de blocs de compétences, en fonction de blocs de connaissances homogènes, et pas à l'intérieur des cycles, et surtout pas, et surtout plus, en classe de CP. Un autre élément, selon vous, très problématique, c'est la question des rythmes, du rythme de travail et du rythme scolaire. L'Académie de médecine a indiqué également que le rythme tel qu'il était aujourd'hui mis en œuvre était problématique. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre dire que le rythme est trop dense et défendre le principe d'une semaine finalement plus longue et donc avec plus de temps passé à l'école? On s'attaque là au deuxième record de France en Europe. On a aujourd'hui en Europe, et sans doute au sein de l'OCDE, l'année scolaire la plus courte, alors même que la charge horaire annuelle des élèves est sans doute parmi les plus lourdes. Donc si vous faites l'opération des semaines extraordinairement courtes, une année scolaire très courte, et en même temps des volumes horaires importants, sur qui repose la charge? Sur les élèves. Il faut absolument revenir à un rythme qui permette à la fois d'étaler le travail des élèves sur des journées moins longues, et donc sur une semaine de 4 jours et demi ou de 5 jours, première mesure. Deuxième mesure que nous demandons, renier à la marge sur les vacances d'été, au moins 2 semaines, pour faire que l'année scolaire aille un peu plus profondément dans le mois de juillet et qu'elle commence plus tôt en août, là aussi, pour desserrer un calendrier de travail des élèves et donc pour mieux coller à leur rythme. Une autre de vos propositions, c'est d'instituer un véritable directeur d'école, avec un vrai statut, et je crois que c'est d'ailleurs un petit peu la logique de la loi de 2004 créant les établissements publics d'enseignement primaire. Qu'est-ce que ça changerait, là encore, très concrètement, d'avoir un directeur d'école au pilotage de l'établissement? Et surtout, est-ce que ça n'induirait pas une concurrence néfaste entre les établissements et entre les territoires? Aussi, je pense qu'il faut procéder par comparaison. On a aujourd'hui dans chaque lycée de France un proviseur. On a dans chaque collège un principal. Et puis, quand on s'intéresse au maillon sans doute le plus difficile, le plus délicat, le plus fin de la chaîne éducative en France, c'est-à-dire l'école primaire, on se rend compte qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour animer les équipes pédagogiques, personne pour faire vivre un projet qui serait tenu à l'échelle de l'établissement, donc décider ensemble et évaluer. Personne non plus, et c'est sans doute le plus important, pour affecter les meilleurs enseignants, ceux qui obtiennent les meilleurs résultats, notamment sur les compétences en lecture, dans les classes les plus compliquées. De sorte qu'aujourd'hui, par un système que j'appelle le bizutage, on envoie les plus jeunes enseignants, les moins expérimentés, face aux classes les plus difficiles, et notamment à l'échelon du CP, qui est la classe qui doit être absolument réussie pour garantir une scolarité réussie. Vous défendez dans votre rapport le principe de l'expérimentation. Vous évoquez d'ailleurs un certain nombre d'exemples assez intéressants qui ont été mis en place en France. Est-ce qu'il y a une expérimentation qui vous paraît être la plus intéressante et dont vous pensez qu'il serait utile de la systématiser, de la généraliser? Dans ce constat alarmiste que nous tressons de l'école et de ses résultats, effectivement, nous sommes allés regarder ce qui marchait. Je crois qu'il faut vraiment rendre justice aussi au travail de terrain qui est accompli par quantité d'enseignants ou par quantité de chercheurs. Et notamment, Michel Zormand, dans l'Académie de Grenoble, qui, dans le cadre du programme Parler, qui a été lancé il y a 3 ou 4 ans, est parvenu sur des classes extraordinairement difficiles, à la fois à réduire, à diviser par 2 le nombre d'élèves en grande difficulté, à la sortie de la classe de CP, vis-à-vis de la lecture notamment, mais surtout à multiplier par 2 le nombre d'élèves dans la tête de classe, c'est-à-dire ceux qui obtenaient les meilleures performances en lecture ou en écriture. Il faut absolument, académie par académie, commencer à généraliser ce dispositif pour faire que par capillarité, il soit approprié par le système. Qu'est-ce qui nous empêche au fond de faire ça justement, de prendre appui sur des exemples qui marchent, vous en avez cité un, et puis d'aller plus loin, de généraliser ça à l'ensemble du dispositif? Pourquoi est-ce qu'on bloque comme ça sur cette question de l'expérimentation et donc des meilleures pratiques depuis maintenant un certain nombre d'années? Deux mots, culture et organisation. Notre culture en France, notre culture pédagogique, éducative, n'est pas saine de la diversité, n'est pas saine de l'autonomie. Et puis l'organisation, elle s'y prête assez mal, notamment, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de pilotage au plus près du terrain, c'est-à-dire dans les écoles, et donc pas de capacité
à faire fonctionner ensemble ces équipes ou justement à se saisir de projets qui, localement, vont correspondre à une situation donnée, à une situation difficile. Laurent Bigorne, merci beaucoup. Je vous rappelle le titre du rapport publié par l'Institut Montaigne, « Vaincre l'échec à l'école primaire ». À bientôt dans Impact.